Et bonjour, bonjour et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo et je vous accueille aujourd'hui sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, ça y est, je dis ce soir, ça m'énerve. Ça y est, aujourd'hui, on est l'après-midi, on n'est pas le soir. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle lecture. Et oui, aujourd'hui, et si on lisait Poésies et autres textes de Stéphane Mallarmé. Je dis bien et autres textes puisque la fois passée j'étais pas trop sûr de ce qu'on allait lire exactement. Je possède un recueil regroupant plusieurs choses de Mallarmé, plusieurs travaux, plusieurs poésies. J'ai décidé donc de lire la section appelée Poésie. Et la fois dernière, je me suis rendu compte que, étant donné que ça allait relativement vite et qu'en plus c'était assez sympathique, eh bien, pourquoi pas en faire un peu plus. Donc on lira certainement d'autres textes dans les lives à venir. Mais bon, je vous en reparlerai en temps voulu. Je laisse tomber mon livre. Décidément, ce début de live ne se passe pas bien. Bref, voilà. Si vous me regardez en rediffusion sur YouTube, je vous inviterai, comme d'habitude, à jeter un œil à la description de la vidéo ainsi qu'à la barre de lecture de la vidéo. Il s'y trouve des timecodes qui vont vous permettre de passer l'introduction du live, de passer les pauses que j'effectuerai dans ma lecture et d'aller directement où bon vous semble. Bien. Ouh. Pour l'heure, nous sommes dimanche après-midi, c'est notre dimanche poétique, on pourrait dire. Euh, le créneau du dimanche 14h qui commence à s'installer doucement. Je ne sais pas si je vais vraiment en faire un créneau complètement figé. Je ne sais pas si ce sera un créneau vraiment essentiel de la chaîne. Mais c'est vrai que le dimanche 14h, j'aime bien comme ça, j'aime bien. Donc peut-être que pour ma deuxième lecture simultanée, ça peut être sympathique de garder ce créneau. Je vous tiendrai au courant de toute manière. Encore une fois, le meilleur moyen d'être tenu au courant des lives à venir, c'est tout simplement de me suivre sur mes réseaux Facebook, Twitter, Discord et Instagram. C'est l'endroit où je poste tous les lundis mon programme de la semaine en ce qu'il s'agit des lives. Voilà, voilà. En ce moment, donc aujourd'hui c'est bien entendu le dernier live de la semaine, mais pas le dernier rendez-vous puisque pour ceux qui le désirent on pourra se rejoindre sur mon Discord ce soir de 21h à minuit pour discuter, jouer à des jeux de société, etc. etc. Sinon, bien entendu, c'est le dernier live de la semaine avec la lecture de Mallarmé qui se poursuit et on devrait terminer aujourd'hui la section poésie à proprement parler. On lira encore d'autres poésies, d'autres poèmes, mais pas sous le même titre, dans des lives à venir sur Mallarmé. La semaine prochaine, on continuera et on terminera la lecture de 1 personne et 100 000 écrit par Luigi Pirandello. Ça sera mardi à 21h, donc là pour le coup, créneau figé, gravé dans le marbre. Et on terminera cette lecture. Sachant que vendredi 21h, habituellement je fais un live de lecture. Là je suis en train de me tâter. Soit on fera un live de lecture, auquel cas ce sera la suite de Mallarmé. Soit on fera un live de gaming, auquel cas ce sera la suite d'Orwell. Keeping an Eye on You, qu'on a commencé ensemble en live hier. Soit ce sera complètement autre chose, complètement une autre lecture, voire pas de live, je sais pas encore. Parce que je sais d'ores et déjà, je peux vous le dire que fin de semaine prochaine, samedi, dimanche, il n'y aura pas de live. Parce que bah voilà, il y a l'anniversaire de mon frère et ce genre de choses. Donc il n'y aura pas de live. Samedi, dimanche, c'est sûr qu'il n'y aura pas de live. Voilà, voilà, je vous tiens au courant de toute manière, comme je le disais à l'instant, lundi sur tous mes réseaux. Ok, je pense avoir bien bavardé, bien fait un récapitulatif assez complet. Je dois vous dire que pour le moment, je suis assez heureux. Alors bon, ça fait peu de fois qu'on le fait, on va attendre que ça s'installe un peu. Mais je suis assez heureux de ces lectures multiples là, sur la chaîne. Je trouve que ça me permet de me faire prendre un peu l'air, entre guillemets, c'est-à-dire de voir d'autres choses, de varier les plaisirs encore plus. Donc je trouve ça plutôt sympathique. Ça m'a fait plaisir aussi de refaire un live de gaming hier, franchement, ça m'a fait super plaisir. Donc voilà, je, je prends des précautions. Je ne vais pas dire que les lives de gaming, ça y est, ça revient toutes les semaines et tutti quanti. Je vais pas dire qu'il y aura 2 lectures par semaine toutes les semaines, etc. Je n'en sais fichtre rien et ça dépendra aussi par moment de l'emploi du temps hors live. Mais ma foi, quand j'en aurai la possibilité, j'ai l'impression que je vais essayer de mettre ça en place de manière plus régulière.
Qu'est-ce que je voulais vous dire également? Bah, je pense avoir fait à peu près le tour, hein, en fait. Oui, si, les lectures qui viendront après Luigi Pirandello et Mallarmé. Alors Mallarmé, si on lit tous les textes que recouvre cette édition, on n'en a pas terminé non plus tout de suite. Je pense que ça nous fera encore quelques semaines. Ce qui fait que pour le moment, j'ai pas encore l'idée précise de l'œuvre qui lui succédera. Par contre, Luigi Pirandello, vu qu'on termine la semaine prochaine, bah, ça urge un peu. Et je le sais, ça sera Les Contes Nocturnes d'Hoffmann. C'est un texte qui avait l'air de vous motiver et perso que j'ai très envie de découvrir aussi. Donc voilà, mon choix est arrêté là-dessus. À la suite de Luigi Pirandello, ce sera Les Contes Nocturnes d'Hoffmann. Donc a priori pour la lecture qui prendra le relais en cours de semaine, à savoir le mardi et le vendredi à 21h. Étant donné que c'est une lecture un peu plus longue aussi. Je vais essayer de faire les choses de cette manière-là aussi avec les lectures simultanées, c'est-à-dire de faire les lectures un peu plus longues le mardi et le vendredi, comme ça elles avancent plus rapidement, et les lectures un peu plus courtes le dimanche, comme ça c'est pas grave qu'elles n'avancent pas à un rythme effréné. Sachant également que j'aimerais, dans la mesure du possible, faire des lectures entre le mardi, vendredi et dimanche, potentiellement, des lectures très différentes en termes de genre, en termes de style, en termes de format, pour éventuellement bah, ne pas se retrouver à avoir des problèmes de compréhension ou quoi que ce soit dans les textes. J'ai besoin d'être, c'est bizarre ce que je veux dire, mais j'ai besoin d'être concentré, j'ai besoin d'être focus, j'ai besoin d'être imprégné dans l'œuvre pour vous en délivrer, je l'espère, la lecture de la meilleure qualité possible. Et si je faisais, je ne sais pas moi, je prends un exemple extrême comme ça, ça sera plus parlant. Si je faisais mardi et vendredi le mythe de Cthulhu de Lovecraft et dimanche la montagne de la folie de Lovecraft, enfin la montagne hallucinée, pardon, les montagnes hallucinées, je sais plus le titre, il y a plein de titres différents je crois. Mais bref, vous voyez le genre, si je faisais deux œuvres du même auteur, le mardi, vendredi et le dimanche par exemple, eh bien j'aurais assez rapidement peur que ça devienne un peu confus dans mon esprit et que je mélange les histoires, etc. Et par là même que la qualité des lives s'en trouve un petit peu à être dégradée. Voilà, voilà. Donc du coup, je vais essayer de prêter une attention particulière à ça. Avec, encore une fois, cette petite parenthèse que il n'y a pas d'obligation. Pour moi, je le vois pas comme quelque chose que je veux ancrer très très définitivement dans ma routine de live, qu'il y ait deux lives de lecture par semaine. Ça sera vraiment quand c'est possible, et puis une fois de temps en temps, je préférerais faire d'autres formats, comme par exemple me plonger dans ma bibliothèque et en discuter un petit peu avec vous, chose qu'on a fait jusqu'à présent, que j'ai beaucoup apprécié faire, et que j'aimerais refaire bientôt. Donc là, vous voyez, je pense que dans 2 semaines, le week-end, il n'y aura pas de lecture, il y aura sûrement une plongée dans ma bibliothèque, je pense. Coucou Charline, pas de souci, ça fait déjà plaisir que tu puisses passer, c'est très gentil. Et écoute, bah, j'ai des petits coups de mou, j'ai des petits coups de mou de ci de là, mais globalement, j'essaie de me mettre dans un bon mood. En fait, c'est ça. J'essaie de me mettre un peu le pied au cul, et puis de me mettre le pied à l'étrier, disons, pour aller bien. Et toi, comment tu vas? D'ailleurs, on va se reprendre rapidement la lecture. Je vous invite à vous installer, chers viewers, à prendre place. Santé à tous et à toutes. Nourris-toi du soleil, prendre la vitamine pour le corps et l'esprit. J'avoue que faire des lives dans l'après-midi comme je fais aujourd'hui ou hier avec Orwell Keeping an Eye on You, ça me fait prendre un peu moins le soleil parce que du coup je ferme tous les rideaux pour avoir une lumière à peu près correcte sur moi. D'ailleurs, je suis plutôt content de la lumière que ça fait sur moi, elle est vraiment propre, je trouve. Après, le fond est pas très joli, hein, on va pas se mytho. J'aimerais bien changer de fond si j'en avais la possibilité, mais c'est pas évident. Éventuellement, déjà, si je peignais ces coins de mur en blanc, parce que là c'est con, genre, il y a des coins de mur en blanc, puis au-dessus c'est marron, puis au-dessus c'est reblanc avec le plafond, enfin, ça fait très bizarre en fait. Donc déjà, ouais, déjà si je prenais ce parti-là de finir de peindre mes murs en blanc, ça pourrait rendre un peu mieux, je pense. Mais après, il y a tellement de bordel qu'en fait, ça fait plein de couleurs et ça fait pas très joli. Enfin bon, bref. J'aimerais bien me travailler un fond, un de ces quatre, mais c'est compliqué. C'est ton univers, je trouve. Ah!
Ça me touche quelque part, Charline. Mais ouais, je sais pas, j'aurais bien aimé. En fait, j'ai déjà eu des tonnes d'idées pour faire des fonds un peu stylés, etc. Mais bon, c'est de l'investissement, quoi. Genre, moi, je m'étais dit que j'aurais bien peint mon plafond en bleu bleuté avec des étoiles et tout, un peu pour faire rappeler ma DA, quoi. Mais c'est vrai que c'est de l'investissement et c'est du temps et ainsi de suite, quoi. Faut voir, faut voir. Bref, sur ce, j'ai une oreille à moitié bouchée, ce que je déteste pour faire de la lecture. Ouais, franchement, le ciel étoilé, j'aimerais trop. Je dois avouer. Ça arrivera peut-être, ça arrivera peut-être. Faut que j'y réfléchisse. Quoique, ça fait longtemps que j'y réfléchis. En fait, faudrait que je me mette à l'ouvrage plutôt. Bref, on va reprendre aujourd'hui complètement arbitrairement en plein milieu des poésies de Mallarmé avec chanson bas et non pas chanson basse. Attention, c'est chanson bas, très important. Euh, et donc, ce que je pensais faire aujourd'hui, ça fera pas une découpe égale en termes de temps de lecture, mais ça fera une découpe plus logique par rapport à l'œuvre. Je vais vous lire tous les textes jusqu'à la fin de l'édition des poésies 1899, et dans un second temps, vous lire tous les poèmes ajoutés dans l'édition NRF de 1913. Voili voilou. Comme ça, je sépare bien quand même les différents moments de publication de ce recueil poésie. Ouh. Ah, attendez, je repère vite fait quand même c'est quelle page pour pas lire malencontreusement la suite. Logiquement, je devrais m'en rendre compte de toute manière. Ok. Ok. On est parti pour pas mal de pages déjà. Je te souhaite une bonne écoute, Charline. Bonne écoute à tous ceux dans l'ombre du chat, à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. J'essaie de me mettre dans le mood lecture de poésie parce que c'est pas tout à fait la même chose non plus que lecture de roman. Il va falloir que j'ai une diction la plus parfaite possible. Allez, on est parti, à tout à l'heure. Poésie, suite, chanson bas. 1. Le savetier. Hors de la poix, rien à faire. Le lit ce n'est blanc, comme odeur simplement, je le préfère à ce bon raccommodeur. Il va de cuire à ma paire, adjoindre plus que je n'eus jamais, cela désespère un besoin de talons nus. Son marteau qui ne dévie fixe de clous gouailleurs sur la semelle l'envie toujours conduisant ailleurs. Il recréerait des souliers aux pieds si vous le vouliez. 2. La marchande d'herbes aromatiques. Ta paille azur de lavande, ne crois pas avec ce cil osé que tu me la vendes comme à l'hypocrite s'il en tapisse la muraille de lieux les absolus lieux, pour le ventre qui se raille renaître au sentiment bleu. Mieux entre une envahissante chevelure ici mais là que le brin salubrissante, Zéphirine, Pamela, où conduisent vers l'époux les prémices de tes poux. Billets. Pas les rafales à propos de rien comme occuper la rue, sujette au noir vol de chapeaux, mais une danseuse apparue, tourbillon de mousseline ou fureur éparses en écume, que soulève par son genou celle-même dont nous vécûmes pour tout, hormis lui, rebattu spirituel, ivre, immobile, foudroyer avec le tutu, sans se faire autrement de bile, sinon rieur que je puisse l'air de sa jupe éventée Whistler. Petit air. 1. Quelconque une solitude, sans le cygne ni le quai, mire sa désuétude au regard que j'abdiquai, ici de la gloriole, haute à ne la pas toucher, dont maint ciel se bariole avec les ors de coucher. Mais langoureusement longe comme de blancs linges ôtés, tel fugace oiseau s'y plonge exultatrice à côté, dans l'onde toi devenue, ta jubilation nue. Petit air 2. Indomptablement a dû, comme mon espoir silence, éclater là-haut perdu avec furie et silence. Voix étrangères au bosquet, ou par nul écho suivi, l'oiseau qu'on n'ouït jamais une autre fois en la vie. Le hagard musicien, cela
dans le doute expire, si de mon sein pas du sien, a jailli le sanglot pire, déchiré va-t-il entier, rester sur quelque sentier. Plusieurs sonnets. Quand l'ombre menaça de la fatale loi, tel le vieux rêve, désir et mal de mes vertèbres, affligé de périr sous les plafonds funèbres, il a ployé son aile indubitable en moi. Luxe, ô salle d'ébène où, pour séduire un roi, se tordent dans leur mort des guirlandes célèbres, vous n'êtes qu'un orgueil menti par les ténèbres, aux yeux du solitaire ébloui de sa foi. Oui, je sais qu'au lointain de cette nuit, la terre jette d'un grand éclat l'insolite mystère, sous les siècles hideux qui l'obscurcissent moins. L'espace à soi pareil qu'il s'accroît sous ce nid, roule dans cet ennui des feux vils pour témoin, que c'est d'un astre en fait allumé le génie. Le vierge, le vivace et le bel aujourd'hui, va-t-il nous déchirer avec un coup d'aile ivre, ce lac dur oublié que hante sous le givre le transparent glacier des vols qui n'ont pas fui? Un signe d'autrefois se souvient que c'est lui, magnifique, mais qui sans espoir se délivre, pour n'avoir pas chanté la région où vivre, quand du stérile hiver a resplendi l'ennui. Tout son col secoura cette blanche agonie, par l'espace infligé à l'oiseau qui le nie, mais non l'horreur du sol où le plumage est pris. Fantôme qu'à ce lieu son pur éclat assigne, il s'immobilise au songe froid de mépris, que fait parmi l'exil inutile le cygne. Victorieusement fuit le suicide beau, tison de gloire, sans par écume, or tempête. Ô rire si là-bas une pourpre s'apprête à ne tendre royal que mon absent tombeau. Quoi? De tout cet éclat pas même le lambeau s'attarde. Il est minuit, à l'ombre qui nous fête, excepté qu'un trésor présomptueux de tête verse son caressé nonchaloir sans flambeau, la tienne si toujours le délice. La tienne, oui seule, qui du ciel évanoui retienne un peu de puéril triomphe en t'en coiffant, avec clarté quand sur les coussins tu la poses, comme un casque guerrier d'impératrice enfant, dont pour te figurer il tomberait des roses. Ses purs ongles très hauts dédiant leur onyx, l'angoisse ce minuit soutient, lampadophore, main rêve vespéral brûlé par le phénix que ne recueille pas de cinéraire amphore sur les crédences, au salon vide. Nul ptyx, aboli bibelot d'inanité sonore, car le maître est allé puiser des pleurs au Styx avec ce seul objet dans le néant sonore. Mais proche la croisée au nord vacante, un or agonise selon peut-être le décor des licornes ruant du feu contre une nyx. Elle, défunte nue en le miroir, encore que, dans l'oubli fermé par le cadre, se fixe de scintillation sitôt le septuor. Le tombeau d'Edgar Poe. Tel qu'en lui-même enfin l'éternité le change, le poète suscite avec un glaive nu son siècle épouvanté de n'avoir pas connu que la mort triomphée dans cette voie étrange. Eux, comme un vil sursaut d'hydre, oyant jadis l'ange donner un sens plus pur aux mots de la tribu, proclamèrent très haut le sortilège bu dans le flot sans honneur de quelque noir mélange. Du sol et de la nuit hostile, ô grief, si notre idée avec ne sculpte un bas-relief, dont la tombe de peau éblouissante sorne calme bloc ici bâchu, d'un désastre obscur, que ce granit du moins montre à jamais sa borne, au noir vol du blasphème épars dans le futur. Le tombeau de Charles Baudelaire. Le temple enseveli divulgue par la bouche sépulcrale d'égouts bavants, boue et rubis, abominablement quelque idole à Nubie, tout le museau flambé comme un aboi farouche, ou que le gaz récent tord la mèche louche, essuyeuse, on le sait, des opprobres subis. Il allume à gare un immortel pubis, dont le vol selon le réverbère des couches. Quel feuillage séché dans les cités sensoires, votif pour abénir comme elle se rasseoir contre le marbre vainement de Baudelaire. Au voile qui la sainte absente avec frisson, scelle son ombre même un poison tutélaire, toujours à respirer si nous en périssons. Tombeau, anniversaire, janvier 1897.
Le noir roc, courroucé que la bise le roule, ne s'arrêtera ni sous de pieuses mains, tâtant sa ressemblance avec les mots humains, comme pour en bénir quelques funestes moules. Ici, presque toujours, si le ramier roucoule, cet immatériel deuil aux primes de mains nubiles plie l'astre mûri des lendemains, dont un scintillement argentera la foule. Qui cherche, parcourant le solitaire bon, tantôt extérieur de notre vagabond, Verlaine? Il est caché parmi l'herbe, Verlaine, à ne surprendre que naïvement d'accord, la lèvre sans y boire ou tarir son haleine, un peu profond ruisseau calomnier la mort. Hommage. Le silence déjà funèbre d'une moire dispose plus qu'un pli seul sur le mobilier, que doit un tincement du principal pilier précipiter avec le manque de mémoire. Notre si vieil ébat triomphal du grimoire, hiéroglyphe dont s'exalte le millier, a propagé de l'aile un frisson familier. Enfouissez-le-moi plutôt dans une armoire. Du souriant fracas originel, haï, entre elles de clarté maîtresses ajaillies jusque vers un parvis né pour leur simulacre, trompette tout haut d'or pâmé sur les vélins, le dieu Richard Wagner, irradiant un sacre, mal tue par l'encre même en sanglots sibyllins. Hommage. Toute aurore même gourde a crispé un point obscur contre des clairons d'azur embouchés par cette sourde. À le pâtre avec la gourde, jointe au bâton frappant dur, le long de son pas futur tant que la source ample sourde, par avance ainsi tu vis, au solitaire puvie de Chavannes, jamais seul, de conduire le temps boire à la nymphe sans linceul que lui découvre ta gloire. Au seul souci de voyager, outre une Inde splendide et trouble, ce salut soit le messager du temps, cap que ta poupe double, comme sur quelque vergue bas, plongeant avec la caravelle, écumait toujours en ébat un oiseau d'annonce nouvelle, qui criait monotonément sans que la barre ne varie, un inutile gisement nuit, désespoir et pierrerie, par son chant reflété jusqu'au sourire du pâle Vasco. 1. Tout orgueil fume-t-il du soir, torche dans un branle étouffé sans que l'immortel bouffé ne puisse à l'abandon sursoir. La chambre ancienne de Loire, de main riche mais chut trophée, ne serait pas même chauffée s'il survenait par le couloir. Affres du passé nécessaires, agrippant comme avec des serres le sépulcre de désaveux, sous un marbre lourd qu'elle isole ne s'allume pas d'autre feu que la fulgurante console. 2. Surgit de la croupe et du bond d'une verrerie éphémère, sans fleurir la veillée amère, le col ignoré s'interrompt. Je crois bien que deux bouches n'ont bu, ni son amant ni ma mère, jamais à la même chimère, moi, sylphe de ce froid plafond. Le pur vase d'aucun breuvage que l'inexhaustible veuvage agonise mais ne consent, naïf baiser des plus funèbres, à rien expirer annonçant une rose dans les ténèbres. 3. Une dentelle s'abolit dans le doute du jeu suprême, à n'entr'ouvrir comme un blasphème qu'absence éternelle de lit. Cet unanime blanc conflit d'une guirlande avec la même, enfui contre la vitre blême, flotte plus qu'il n'ensevelit. Mais chez qui du rêve se dort, tristement dort une mandore, au creux néant musicien, tel que vers quelque fenêtre selon nul ventre que le sien, filial on aurait pu naître. Qu'elle soit au baume de temps, où la chimère s'exténue, vola torse et native nue, que, hors de ton miroir, tu tends. Les trous de drapeaux méditants s'exaltent dans une avenue. Moi, j'ai ta chevelure nue pour enfouir des yeux contents. Non, la bouche ne sera sûre de rien goûter à sa morsure, s'il ne fait ton princier amant, dans la considérable touffe expirer, comme un diamant, le cri des gloires qui l'étouffe. M'introduire dans ton histoire, c'est en héros effarouché, s'il a du talon nu touché quelque gazon de territoire. À des glaciers attentatoires, je ne sais le naïf péché, que tu n'auras pas empêché de rire très haut sa victoire. Dis si je ne suis pas joyeux, tonnerre et rubis au moyeu, de voir en l'air que ce feu trou, avec des royaumes épars,
comme mourir pourpre la roue du sol vespéral de mes chars. À la nue accablante, tu basses de basalte et de lave, à même les échos esclaves par une trompe sans vertu. Quel sépulcral naufrage, tu le sais, écume, mais y bave, suprême, une entre les épaves, abolit le mât dévêtu. Ou cela que furibond faute de quelque perdition haute tout l'abîme vint déployer? Dans le si blanc cheveu qui traîne, avarement t'aura noyé, le flanc enfant d'une sirène. Mes bouquins refermés sur le nom de Paphos, ils m'amusent d'élire avec le seul génie une ruine, parmi l'écume bénie sous l'hyacinthe, au loin de ces jours triomphaux. Court le froid avec ses silences de faux, je n'y ululerai pas de vide nenni, si ce trait blanc et bas t'aura du sol déni, à tout site l'honneur du paysage faux. Ma faim, qui d'aucuns fruits ici ne se régale, trouve en leur docte manque une saveur égale, qu'un éclate de chair humain et parfumant. Le pied sur quelque guivre, où notre amour tisonne, je pense plus longtemps peut-être éperdument à l'autre, au sein brûlé d'une antique Amazone. Et c'est déjà la fin. C'est déjà la fin des poèmes donc issus du recueil Poésie, publié jusqu'en 1899. Je vais vous lire les poèmes publiés dans l'édition de 1913 dans quelques instants. Nous marquons une courte pause. J'avoue que je m'attendais pas à si court pour le coup. Je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit si court, mais le hasard a fait que la fois précédente, nous avons eu quelques poèmes qui remplissaient bien la page, qui prenaient bien deux trois pages d'ailleurs, notamment avec les poèmes un peu sous cette forme théâtrale, je vais dire, où des personnages se répondaient, notamment le faune et ainsi de suite, et Hérodiade. Là, on était sur des formes beaucoup plus classiques. Il me semble qu'il y avait pas mal de sonnets dans ce que je viens de vous lire. Ouais, énormément de sonnets dans ce que je viens de vous lire. Donc c'est vrai que la forme était un peu plus classique et du coup, prenait à peine une page, quoi, j'ai envie de dire. À peine une page. Donc ça a été beaucoup plus rapide à lire pour moi que la fois passée. Déjà que la fois passée, ça n'avait pas été spécialement long. Par contre, ce qui est beaucoup moins classique, je trouve, c'est la manière d'agencer les mots au sein des phrases. Pareil, je trouve une grosse différence entre ce que je vous ai lu l'autre fois. Alors le hasard a peut-être fait bien les choses. Peut-être que la séparation que j'ai opérée, entre guillemets, dans l'œuvre a bien séparé deux mouvements du texte. Puisque c'est vrai que la fois passée, il y avait déjà des saillies un petit peu originales dans l'agencement des mots, mais ça restait relativement classique, je dirais. Même si c'était quand même une langue, on en a déjà parlé, la langue de Mallarmé, le style de Mallarmé est assez obscur, donc ça restait déjà une langue relativement obscure, mais c'était encore assez facilement, comment dire, quoique non, en fait je peux pas dire que c'était facile, ça restait un peu plus accessible qu'aujourd'hui je trouve, parce qu'aujourd'hui il a agencé des mots d'une façon complètement inattendue, à tel point que j'avais du mal à savoir quel ton vous mettre à la lecture sur pas mal de poèmes, parce qu'il y avait des mots où je me disais, c'est bizarre, il devrait pas être là ce mot-là. Il y avait des mots, j'avais l'impression, je vous donne l'impression que j'ai eue. Encore une fois, c'est difficile de commenter de la poésie sans l'étudier vraiment, juste avec le ressenti d'une lecture comme ça rapide. Mais grosso modo, j'ai eu le sentiment d'avoir des mots qui étaient soit au mauvais endroit, entre guillemets. Donc je pense que déjà Mallarmé s'est amusé avec l'agencement de ces phrases, à mettre des propositions de la phrase, à mettre des subordonnées de la phrase, à les déplacer un petit peu, à les décaler et à faire des syntaxes presque qu'on dirait incorrectes. Je pense que déjà il y a un petit jeu là-dessus sur le placement simplement des mots dans la phrase. Et puis il me semble qu'il y a eu aussi un jeu qui peut aller donc de concert et qui peut un petit peu danser
avec ce concept premier, qui serait le concept d'avoir employé des mots euh, dans leur mauvaise forme, entre guillemets. J'ai l'impression qu'il a étiré la langue. J'ai l'impression qu'il a étiré la langue et qu'il s'est amusé à un petit peu la malmener. Mais encore une fois, peut-être pour chercher la sonorité, pour chercher les évocations plus qu'autre chose, pour chercher un certain sens esthétique plutôt que le sens, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'il y a des verbes, par exemple, qui n'étaient pas conjugués comme il l'aurait dû, ou des mots qui n'ont pas été accordés comme il l'aurait dû. Donc j'ai l'impression que ce soit dans le placement des mots ou même dans la forme des mots, il s'est amusé à un petit peu dépasser les limites usuelles de la grammaire, de la conjugaison, etc. Donc je trouve ça intéressant comme mouvement pour aller chercher. En fait, ouais, c'est ça. C'est ce que je vous disais la dernière fois. J'aime bien les gens qui expérimentent en littérature. Et là, je trouve qu'il y a un peu ce feeling-là d'expérimenter. De, ok, très bien. Si je prends la langue et que je l'étire et que je pousse au maximum les limites, où est-ce que je peux aller? Où est-ce que je peux aller si je m'amuse à emmener la langue sur un terrain qu'elle n'est pas habituée à fouler? Et ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant comme manœuvre, comme démarche artistique et comme démarche stylistique, etc. C'est quelque chose que j'aime beaucoup en général chez les artistes, d'essayer d'aller voir ce qui n'a pas encore été fait, quoi, et de voir ce qu'on peut tirer de cela. Donc je trouve ça assez intéressant. Et je trouve qu'encore une fois, dans les sonorités, particulièrement cette fois-ci, encore plus que la fois passée, peut-être, je trouve qu'il y avait un travail de sonorité très poussé du coup. Parce qu'il y a il y a certaines phrases qui avaient tellement d'allitération et tellement d'assonance, c'était costaud à lire, mais en même temps ça sonnait bien, quoi. Ça sonnait vachement bien. Ah, ça va. Je suis content de voir dans le chat que je suis pas seul à fantasmer sur la poésie et à m'inventer des trucs. Ok, ça va, ma version est valide. Non mais c'est ça que je trouve intéressant aussi avec la poésie, c'est que vraiment l'air de rien, c'est une autre approche complètement, je trouve, de la littérature que d'autres styles, que d'autres genres. Donc voilà, il y a une démarche un peu plus sensitive, c'est ce dont je parlais déjà la fois passée, il me semble. Il y a une démarche peut-être un peu plus sensitive, je trouve, à avoir envers la poésie. En général, j'ai l'impression. Sensitive, voire sensible d'ailleurs. Enfin bref, vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je pense que je vais poursuivre assez rapidement parce que du coup, vu que c'était court, ma foi, on va pas se priver d'en lire davantage. Je vais donc vous lire, cette fois-ci, les poèmes ajoutés dans l'édition NRF de 1913. Euh, D'ailleurs, il y a un poème qui a été retiré, on nous dit, et replacé dans les Noces d'Hérodiade, que je vous lirai peut-être dans le futur, à voir. Peut-être qu'en fin de live, on se posera vite fait la question de ce que je vais vous lire pour la suite. Ça peut être une option. Ça peut être une option. D'ailleurs, oui, c'est vrai que j'ai pas fait cette réflexion-là aussi, mais très intéressant. Le fait qu'il y ait le tombeau d'Edgar Poe, le tombeau de Charles Baudelaire, tombeau où il cite Verlaine, hommage et encore hommage, c'est marrant, je trouve. C'est pas quelque chose de si courant, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, ou bien peut-être que je connais pas suffisamment, mais c'est assez courant, je vais dire, de faire des références à ses pairs, de faire référence à ses modèles, à ses pères spirituels, etc. Mais c'est vrai que là, 5 poèmes d'affilée pour un petit peu célébrer Edgar Allan Poe, Baudelaire, Verlaine et d'autres, j'ai trouvé ça assez intéressant, assez, comment on dit, particulier. C'est pas le terme que je cherche, mais bon, singulier, on va dire. Et j'aime bien, j'aime bien. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, en fait. Il y a quelque chose de très ambigu sur les références, c'est-à-dire que... Alors attendez, avant que j'entre là-dedans, je vais dire bonjour à Dak qui nous rejoint. Bonjour Sergent Dak, j'espère que tu vas bien.
Tu rentres d'une boîte à livres et tu te quoi ce live, quelle coïncidence. Ah là là, bah, il n'y a pas de coïncidence, Dak. Tout n'est que synchronicité, n'est-ce pas? Euh, Putain, j'aime trop les boîtes à livres en vrai. Bref, je me perds, je me perds. Il y a une chose donc qui est très ambiguë sur les références, c'est que je pense qu'assez unanimement, c'est quelque chose qui peut nous faire plaisir. C'est quelque chose où on peut facilement se dire ah, c'est cool, il fait référence à ça, et du coup, dans notre cerveau très primaire, ça nous fait ah, je connais la même chose que lui, génial, on est copains. Un truc très débile comme ça. Donc, les références, ça peut faire plaisir. Et à la fois, on sait très bien que ça peut faire plaisir. Pour moi, il y a beaucoup quelque chose de l'éducation. Étant donné qu'on est tous beaucoup plus éduqués à la culture de manière générale, on connaît beaucoup plus les fonctionnements, on connaît beaucoup plus les outils. Et du coup, on connaît à tel point les outils que certains outils peuvent nous sembler des outils un petit peu trop simples. Genre faire des références pour rendre content l'auteur, ça me paraît presque trop simple, quoi. Et du coup, il y a quelque chose comme ça d'ultra ambigu sur les références. C'est vrai que, clairement, moi, un texte qui fait des références à tout bout de champ, je suis en mode, il va vers la facilité, quoi. Je me dis, il va vers la facilité et je me dis, il y a quelque chose qui cloche. C'est trop, c'est pas assez travaillé, c'est pas assez recherché, c'est trop simple de faire ça. Et en même temps, est-ce que ça disqualifie complètement l'outil intégralement? Pas forcément, je pense. Alors là, du coup, je fais une parenthèse peut-être un peu éloignée du texte, mais on pourrait se dire que du coup, le fait de faire un hommage à Poe, à Verlaine, à Baudelaire, c'est un peu des références. Mais en même temps, moi, je trouve qu'il y a quelque chose de beau aussi parfois à faire des références, surtout quand c'est fait sous cette forme de tombeau, sous cette forme d'hommage et ainsi de suite. Je trouve que il y a quelque chose de beau aussi à célébrer, entre guillemets, la tradition par laquelle on est passé, ou les modèles qui nous ont façonnés, qui nous ont nourris, etc. Je trouve que, ouais, peut-être que c'est parce que ça fait partie de quelque chose de l'ordre de la transmission. Je sais pas. Je saurais pas dire exactement pourquoi je trouve ça beau, mais je trouve qu'il y a quelque chose de beau. C'est peut-être parce que ça fait un peu fratrie, ça fait un peu camaraderie, je sais pas comment dire. J'aime bien faire des références à des gens et dire, bah regardez, telle personne il vaut le coup, telle personne il est bueno. En fait, j'aime bien que les gens se fassent des compliments, je crois. Parce que je suis trop habitué à ce que les gens se chient à la gueule et que ça me casse les couilles et que je trouve qu'on a la fâcheuse tendance, assez globalement, je pense, à dire beaucoup plus facilement ce qui va pas qu'à dire ce qui va. Et je pense que c'est bien de propager aussi des bons sentiments. Parce que, vous voyez, rien que ça, je trouve ça dingue. Bon sentiment, c'est une expression péjorative. On est en mode, oh, il nous saoule avec ses bons sentiments. Il y a un peu un truc comme ça. Je suis en mode, bah non. Est-ce qu'on peut pas essayer de faire que bon sentiment, ça veut juste dire sentiment bon, et en mode, c'est agréable en fait. C'est agréable en fait de se faire des compliments, c'est agréable aussi de dire ce qui va bien, de dire un tel est brillant, un tel est un génie, un tel est doué pour telle et telle chose, un tel me touche parce que ceci, parce que cela. Enfin bref, propageons l'amour les amis. Propageons l'amour, propageons les compliments, propageons la joie, le positif. Ne voyons pas que le monde en gris, en noir. Bref, pour rendre content l'auteur ou les lecteurs, tu as dit l'auteur. Oui, les lecteurs, pardon. Même si il y a certains auteurs qui, je pense, se gaussent. En fait, c'est ça aussi, c'est pour ça que c'est encore hyper ambigu. Je pense qu'il y a aussi des auteurs qui se complaisent dans une sorte de gausserie avec un melon énorme et des chevilles énormes, à base de regardez, moi je fais partie de cette populace. Parce que c'est vrai que quelque part, on pourrait se dire tiens, Mallarmé, il se voit comme pas de la merde, quoi. Il se met au milieu de Baudelaire, Verlaine, Edgar Allan Poe. Quoique, je trouve qu'il n'y a vraiment rien d'irrespectueux dans sa manière d'avoir fait la chose, étant donné qu'encore une fois, il y a ce principe d'hommage et tout. Je trouve ça plutôt au contraire louable et beau. Enfin bref, je me perds, je me perds, je me perds. On pourrait dire tout et son contraire sur ces sujets-là
Je pense qu'il s'agit plutôt d'avis très subjectifs en fait, hein. Allez, trêve de blablaterie. Je vous propose d'embarquer avec moi pour les poèmes publiés dans une édition ultérieure. Mais ça va quand même terminer la lecture aujourd'hui de comment appeler ça? Du recueil de poèmes Poésie. Voilà. C'est ce qu'on s'apprête à lire. Et je vous souhaite une bonne écoute, Sergent Dac, bonne écoute Charline, bonne écoute à tous dans l'ombre du chat et à ceux qui me regardent en rediffusion sur YouTube. À dans quelques minutes pour déjà la fin du live. Et oui, déjà. Poésie de Stéphane Mallarmé, suite et fin. Poème ajouté dans l'édition NRF en 1913. Une négresse par le démon secouée veut goûter une enfant triste de fruits nouveaux, et criminels aussi, sous leurs robes trouées. Cette goinfre s'apprête à de rusés travaux. À son ventre compare, heureuse de tétine, et, si haut que la main ne le saura saisir, elle darde le choc obscur de ses bottines ainsi que quelques langues inhabiles au plaisir. Contre la nudité peureuse de gazelle qui tremble, sur le d'autel un fol éléphant renversé elle attend et s'admire avec zèle, en riant de ses dents naïves à l'enfant. Et, dans ses jambes où la victime se couche, levant une peau noire ouverte sous le crin, avance le palais de cette étrange bouche pâle et rose comme un coquillage marin. Sonnet, 2 novembre 1877. Sur les bois oubliés quand passe l'hiver sombre, tu te plains, ô captif solitaire du seuil, que ce sépulcre à deux qui fera notre orgueil, hélas, du manque seul des lourds bouquets s'encombre. Sans écouter minuit qui jeta son vain nombre, une veille t'exalte à ne pas fermer l'œil, avant que dans les bras de l'ancien fauteuil, le suprême tison n'ait éclairé mon ombre. Qui veut souvent avoir la visite, ne doit par trop de fleurs charger la pierre que mon doigt soulève avec l'ennui d'une force défunte. Âme aussi claire foyer tremblante de m'asseoir, pour revivre, il suffit qu'à tes lèvres j'emprunte le souffle de mon nom murmuré tout un soir. Pour votre chère morte, son amie. Rien, au réveil, que vous n'ayez envisagé de quelque moue pire sur le rire secoue votre aile sur les oreillers. Indifféremment sommeillé, sans crainte qu'une haleine à vous, rien au réveil que vous n'ayez envisagé de quelque moue. Tous les rêves émerveillés, quand cette beauté les déjoue, ne produisent fleurs sur la joue dans l'œil diamants impayés, rien au réveil que vous n'ayez. Si tu veux, nous nous aimerons, avec tes lèvres sans le dire. Cette rose ne l'interrompt qu'à verser un silence pire. Jamais de chant ne lancepront le scintillement du sourire. Si tu veux, nous nous aimerons, avec tes lèvres sans le dire. Muet, muet entre les ronds, sylphe dans la pourpre d'empire, un baiser flambant se déchire jusqu'aux pointes des ailerons. Si tu veux, nous nous aimerons. Oh, si chère de loin, et proche et blanche, si délicieusement toi, Mary, que je songe à quelque baume rare émané par mensonge, sur aucun bouquetier de cristal obscurci. Le sais-tu, oui. Pour moi voici des ans, voici, toujours que ton sourire éblouissant prolonge la même rose avec son bel été qui plonge dans autrefois, et puis dans le futur aussi. Mon cœur, qui dans les nuits parfois cherche à s'entendre, ou de quel dernier mot t'appeler le plus tendre, s'exalte en celui rien que chuchoté de sœur n'était, très grand trésor et tête si petite, que tu m'enseignes bien toute une autre douceur tout bas par le baiser seul dans tes cheveux dites. Dame, sans trop d'ardeur à la fois enflammant la rose qui cruelle ou déchirée, hélas même du blanc habit de pourpre le délace pour rouir dans sa chair pleurer le diamant. Oui, sans ces crises de rosée et gentiment, ni brise quoique, avec le ciel orageux passe, jalouse, d'apporter je ne sais quel espace au simple jour, le jour très vrai du sentiment. Ne te semble-t-il pas, disons,
que chaque année dont sur ton front renaît la grâce spontanée suffise selon quelque apparence et pour moi, comme un éventail frais dans la chambre s'étonne, à raviver du peu qu'il faut ici des mois, toute notre native amitié monotone. Chanson bas. 3. Le cantonnier. Ces cailloux, tu les nivelles et c'est, comme troubadour, un cube aussi de cervelle qu'il me faut ouvrir par jour. 4. Le marchand d'ail et d'oignons. L'ennui d'aller en visite avec l'ail nous l'éloignons. L'élégie aux pleurs hésite peu si je fends des oignons. 5. La femme de l'ouvrier. La femme, l'enfant, la soupe en chemin pour le carrier, le complimente qu'il coupe dans l'us de se marier. 6. Le vitrier. Le pur soleil qui remise trop d'éclat pour l'y trier, ôte éblouit sa chemise sur le dos du vitrier. 7. Le crieur d'imprimé. Toujours, n'importe le titre, sans même s'enrhumer au dégel, ce gai siffle-litre crie un premier numéro. 8. La marchande d'habits. Le vif œil dont tu regardes jusques à leur contenu me sépare de mes hardes et comme un dieu je vais nu. Petit air, guerrier. Ce me va hors militaire que je sente du foyer un pantalon militaire à ma jambe rougeoyée. L'invasion je la guette, avec le vierge courroux, tout juste de la baguette aux gants blancs des tourlourous. Nu ou d'écorce tenace, pas pour battre le teuton, mais comme une autre menace à la fin que me veut-on de trancher à cette ortie folle de la sympathie. Toute l'âme résumée, quand lente nous l'expirons dans plusieurs ronds de fumée abolis en notre rond, atteste quelques cigares brûlant savamment pour peu que la cendre se sépare de son clair baiser de feu. Ainsi le cœur des romances à la lèvre vole-t-il, exclusant si tu commences le réel parce que vil, le sens trop précis rature ta vague littérature. Éventail de Méry-Laurent. De frigides roses pour vivre, toute la même interrompront, avec un blanc calice prompt votre souffle devenu givre. Mais que mon battement délivre la touffe par un choc profond, cette frigidité se fond en du rire de fleurir ivre. À jeter le ciel en détail, voilà comme bon éventail, tu conviens mieux qu'une fiole. Nul n'enfermente à l'émeurie sans qu'il y perde ou le viole l'arôme émané de mairie. 1890. Et c'est la fin de Poésie de Stéphane Mallarmé. Nous passons à l'outro de ce live, je crois. Je crois que c'est déjà l'outro du live, les amis. Désolé, je pensais pas que ce serait aussi court, je vous avoue. J'avais pas envisagé que les textes... Bon, déjà, les textes, je vous rappelle, ne sont que sur la page de droite, parce que sur la page de gauche, j'ai des annotations pour le texte. Donc déjà, ça va vite. Et en plus, j'avais pas pensé que par rapport à la fois précédente, comme je le disais tout à l'heure, les textes étaient beaucoup plus courts, dans des formes beaucoup plus classiques de sonnet ou ce genre de forme. Ce qui fait que les pages sont très peu remplies. Du coup, je vous avoue que je me sens un peu embêté là. Je me sens un peu embêté parce que je me dis mince, on n'a pas lu beaucoup. Et à la fois, j'ai pas prévu de lire autre chose aujourd'hui. On va jeter ensemble un petit peu un coup d'œil dans le sommaire et on va jeter un peu ensemble un coup d'œil sur l'œuvre globalement parce que du coup, euh, je me dis qu'il y a moyen de faire d'autres choses. Faut voir. Faut voir. Le problème, si vous voulez, c'est que cette édition réunit beaucoup de textes de Mallarmé, mais que pour comprendre quels sont ces textes, il faut lire des pages et des pages d'annotation de l'éditeur, quoi. Ce qui fait que c'est pas facile de s'y retrouver. Genre là, j'ai des poèmes, mais je sais pas si je peux vous les lire ou si ça va être entrecoupé de trucs de l'éditeur et ainsi de suite. Parce que grosso modo, je vous ai lu. Ah, attendez, je retrouve. Les poésies de 1899. Donc grosso modo, j'ai des suites de poèmes et projets
qui daterait de 1865 à 1887. Donc on referait un petit bond dans le passé. Le truc, c'est que c'est aussi entremêlé de premières versions de textes que je vous ai déjà lus, par exemple. Que c'est aussi entremêlé de notices de l'éditeur. Que c'est aussi entremêlé de lettres de Mallarmé à Verlaine, par exemple. Et du coup, je sais pas si j'ai l'intention de vous lire les lettres de Mallarmé. Je sais pas si elles ont un intérêt littéraire, on va dire. C'est un peu, ça peut être intéressant, mais ça peut être aussi complètement du paratexte. Donc ça peut être du texte présent dans le bouquin, mais qui n'a pas un intérêt primordial, je dirais. Ça peut avoir un intérêt qui éclaire un petit peu la lecture, mais est-ce que ça a besoin d'être lu nécessairement? Pas forcément, quoi. Ensuite, on a une autre partie qui s'appelle Anecdotes ou poèmes. Ça, je pense que je pourrais vous le lire pour le coup. Et on a aussi la musique et les lettres, deux textes des divagations et dernière fiction. Donc en fait, il reste encore pas mal de choses, hein, on va pas se mentir. Je vais regarder brièvement si anecdote ou poème, c'est des textes que je pourrais vous lire maintenant. Ça pourrait faire durer le live un petit peu plus. Si je vous lis dans son intégralité, ça fait 40 pages. Ouais, il y a la notice en moins. Alors attendez, je vais voir si c'est des poèmes plus longs ou pas. Donc, poupi poupi pou, une notice. Donc ça, je ne veux pas le lire. Ah ouais, là, on est sur des textes plus longs. On est sur des textes même beaucoup plus longs, j'ai envie de dire. Parce que là, on est sur des textes, on dirait même plus de la poésie, je trouve. C'est vraiment des textes écrits comme des mini-nouvelles, je dirais, dans la forme de ce que je vois. Alors par contre, je pense que c'est poétique. Mais du coup, ça a l'air assez original pour le coup. Après, ça s'appelle anecdote ou poème. Alors peut-être qu'en effet, il n'y a pas forcément l'envie de faire une forme poétique, je sais pas trop. Si c'est des anecdotes. La musique et les lettres, ça a l'air d'être quelque chose de très particulier aussi. Oh là là. Ouais, non, en fait, faudrait vraiment que je prenne du temps, j'ai l'impression. Faudrait vraiment que je prenne du temps hors live pour... Ouais, mais en fait, ça va être hyper... Enfin, même hors live, je vois pas comment je fais, pour être tout à fait honnête. Parce qu'il y a tellement de pages de notices, faudrait que je lise en amont tellement de choses. Faudrait que je lise tellement de choses en amont du live pour pouvoir dire ça on le lit, ça on le lit pas. C'est compliqué. J'aurais bien aimé vous lire aussi les poèmes Un coup de dé jamais n'abolira le hasard. Parce qu'il y a une forme super particulière que j'adore, que je trouve trop intéressante. Que je trouve hyper novatrice pour l'époque. Aujourd'hui, j'aurais tendance à dire oui, ok, c'est vu et revu. Mais à l'époque, d'avoir décidé de faire ça, je trouve ça fou. Ouais, c'est quand même compliqué de savoir ce que je peux vous lire ou pas vous lire. Je dois l'avouer. Je pense que nous lirons anecdotes ou poèmes. Peut-être un petit peu suite de poèmes et projets. Euh, La musique et les lettres, je pense vraiment pas qu'on va le lire. Faut que je me renseigne, mais je pense pas. Deux textes de divulgation, je pense pas. Faut voir. Et les dernières fictions, par contre, on va les lire. Je crois. Malheureusement, ça ne sera pas aujourd'hui. Je vais pas vous mytho, ça sera pas aujourd'hui parce que si je m'engage dans un truc et que je sais pas où je m'arrête et tutti quanti, ça va être un peu compliqué à organiser à la rediffusion. Ce qu'on va faire, c'est que pour que ce soit clair au maximum, je m'arrête pour aujourd'hui. Comme ça, vous savez que épisode 1, c'est la première moitié des poésies. Épisode 2, c'est la deuxième partie des poésies et la dernière, avec la fin de ce qui a été édité en 1899 et ce qui a été édité en 1911. C'est bien ça, 1913, pardon. Donc voilà, comme ça, c'est clair. Vous savez que poésie, vraiment le recueil qui se nomme Poésie de Mallarmé, c'est épisode 1 et 2. Et vous savez que les autres textes, ça sera la suite, mais je préfère ne pas m'avancer et ne pas vous dire ce qu'on va lire, ce qu'on va pas lire.
Va falloir vraiment que je me plonge dedans et que je décide au cas par cas, j'ai l'impression. Donc voilà, avant que je ne vous retrouve sur un prochain live pour Malarmé, va falloir que je me renseigne. Mais une chose est sûre, c'est pas notre dernier live sur Malarmé, je pense qu'il y en aura au moins un, voire deux, voire trois selon la longueur des poèmes à venir. Donc voilà, on a quand même encore des beaux jours devant nous avec Malarmé. Comme je le disais, la semaine prochaine, je vais pas être disponible samedi dimanche, donc il n'y aura pas de live du week-end pour cause d'anniversaire. Donc, ce qui va se passer, c'est que mardi à 21h, on termine la lecture de 1 personne et 100 000 de Luigi Pirandello. Et vendredi 21h, soit je continuerai Malarmé, soit je continuerai notre let's play sur Orwell Keeping an Eye on You, soit je ferai complètement autre chose, soit je ferai pas de live. Mais je vous tiendrai au courant dès que je le sais. Je vais pas vous mytho que je pense fortement faire la suite de la lecture des poésies en fait. Voilà, voilà. Et oui, désolé Charline, mais je reviens normalement la semaine d'après, ça devrait le faire, le week-end d'après, je crois. Le week-end du 21-22, je devrais faire un live, je pense, de lecture. Ah bah non, je ferai certainement le live plongé dans ma bibliothèque, je pense. Je pense. Merci Charline, c'est gentil. Voilà, voilou, vous êtes au courant d'à peu près tout. Désolé pour ce live pas complètement organisé et un petit peu dans le questionnement. En tout cas, j'essaie dans la mesure du possible de vous tenir au courant sur mes réseaux Facebook, Twitter, Discord et Instagram les lundis des lives qu'il y aura dans la semaine. Voilà, j'essaie au maximum de le faire. Si vous m'avez regardé en rediffusion sur YouTube, n'hésitez pas à laisser un like ou un dislike selon votre appréciation de la vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne, c'est important. Et sur ce, merci Sergent Dac, merci Charline d'avoir passé un petit moment avec moi, ça fait plaisir. Je suis heureux de voir que ça vous a plu. Et écoutez, je vous souhaite une bonne fin de samedi dimanche et une bonne semaine. À la prochaine, à très vite. On se retrouve très vite. Que ce soit pour de la lecture ou pour du gaming. Et bye bye!